Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 19 juillet 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la visite du président de la République, Mohamed Bazoum, qui est actuellement dans la région de Tawa pour une visite de travail de 3 jours. Cette visite a débuté ce jour mercredi, donc avec la visite de la base militaire, donc des militaires nigériens de la compagnie de Tawa, de l'aéroport, au niveau de l'aéroport de Tawa. C'était un accueil plein de joie qui a été réservé au président de la République et à sa délégation. Peu après cet accueil, le président de la République a visité le camp Marafa de la zone de défense numéro 4 de Tawa, puis il a procédé à Badagishiri à l'inauguration de la nouvelle cimenterie qui est d'une capacité de production de 3000 tonnes de ciment par jour. Et cette compagnie cette usine donc, va offrir plusieurs emplois aux jeunes Nigériens, notamment ceux de la localité de Tawa. Ensuite, donc, dans l'après-midi, le président de la République va effectuer plusieurs rencontres d'échange avec les populations de cette localité. Le résumé de toutes ces activités de cette journée avec nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, mercredi 19 juillet 2023, correspond au premier jour du mois de Muharram, donc le premier jour de l'année musulmane, la nouvelle année, donc 1445. Donc ce jour a été célébré à travers le monde par la Oumma islamique du monde entier. Quelle est la signification et même l'origine de cette date, suivant les explications avec le prédicateur Oustaz Khalodi Haya. Le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier hégirien qui a débuté à partir de la date de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Médine. Donc un calendrier défini par Allah subhanahu wa ta'ala en termes de nombre de jours du calendrier hégirien, mais un calendrier aussi qui rime avec la vie de l'homme, dont la mission est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le calendrier qui précise les jours, les nuits et des dates précises pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec vaillance dans l'abnégation. Donc c'est un calendrier auquel les musulmans doivent prêter attention. Le premier jour de l'an musulman annonce la fin d'une tranche de temps écoulée, et ça annonce aussi donc des heures, des jours, des semaines et des mois de bonnes œuvres, parce que le calendrier hégirien est un guide pour les musulmans. Donc, rappelons-le, la mission est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, conformément au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi pour chaque musulman et pour chaque musulmane, au seuil de ce mois de Muharram et même de l'année du calendrier hégirien, il faut faire le bilan de ses actions passées, des actions positives passées, voire même se repentir, revenir vers Allah et élaborer un calendrier de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour multiplier davantage les bonnes œuvres, parce que c'est un calendrier et conformément duquel on vit, on bénéficie des bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala, de ces énormes récompenses, et on peut bénéficier de la rémission des péchés, du pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il faut se concentrer pour observer le cahier des charges du musulman, qui consiste à se soumettre à Allah
et à observer scrupuleusement les 5 piliers de l'islam en fonction de nos possibilités, à observer les droits des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout à œuvrer dans le sens d'aider l'islam, la religion, dans ses institutions, les écoles coraniques, les mosquées, donc aider et à enseigner, à faire connaître et bien pratiquer l'islam. C'est important quand même que les musulmans prennent conscience de cette date charnière. Même s'il n'y a pas d'activité particulière recommandée à faire, c'est important pour les musulmans de prendre conscience de ce calendrier et d'agir en conséquence pour agir de mieux en mieux dans le sens que Allah aime et agrée. C'était là donc les explications du Ustaz Khaladou Yahya sur l'importance et la signification donc du premier jour de l'an musulman. Ce jour donc correspond à la première journée de la nouvelle année musulmane, donc l'année 1445. À cette occasion, le directeur général de la radio et télévision Labari et l'ensemble du personnel profitent de l'occasion pour souhaiter une nouvelle année à toute la communauté musulmane du Niger et celle du monde entier. Le directeur général adjoint des eaux et forêts, le colonel Massalachi Mahaman Sani, a présidé ce mercredi matin l'ouverture des travaux et l'installation notamment de la première session ordinaire du conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts MUTEFA. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ces assises organisées à cette occasion. Le résumé avec Nafisa Haya et Ibrahim Abdou. La présente cérémonie marque l'installation et la tenue de la première session ordinaire du conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts MUTEF. Cette activité qui répond aux dispositions statutaires de la mutuelle a été l'occasion pour le président du conseil d'administration de rappeler les résultats encourageants réalisés par la MUTEF avant de souligner les défis à relever. La session qui nous réunit aujourd'hui a pour point d'ordre du jour suivant: installation officielle du Conseil, examen et adoption du plan d'action triennal 2023-2025, révision et adoption du manuel de procédure et enfin un point de divers. Il faut aussi rappeler que cette session marque le démarrage de la prise en compte dans nos textes des réformes institutionnelles qui recommandent les procédures de l'IMOA. Au demeurant, nous pouvons nous féliciter des résultats jusque-là obtenus par la MUTEF, de sa création à nos jours au vu de toutes les prestations qu'elle fournit. Ainsi, nous ne pouvons que nous réjouir de ces résultats, car la MUTEF reste l'une des structures mutualistes encore viables qui, jusqu'à preuve du contraire, ne dépend uniquement, exclusivement, que des contributions de ses adhérents, sans aucun appui extérieur. À côté des résultats obtenus, il faut souligner que beaucoup de défis restent encore à relever. Les plus importants sont le manque d'appui extérieur, tel que je l'ai énoncé tout à l'heure, la consommation frauduleuse, qui constitue aujourd'hui une gangrène et qui, si on ne prend garde, risque de mettre en péril la vie de la mutuelle. Il y a l'insuffisance du renforcement des capacités, donc des organes nationaux et régionaux qui animent la mutuelle, pour ne citer que celle-là. Les points d'ordre du jour de cette session sont d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de la mutuelle dans les 3 années à venir, dira le directeur général adjoint des eaux et forêts en ouvrant les travaux de ces assises. En effet, le plan triennal que vous allez tout à l'heure examiner et adopter représente un instrument de planification important, car il encadre la mise en œuvre de toutes les activités et leurs coûts. Il est le premier référentiel qui sera utilisé lors du suivi et de l'évaluation de vos actions. Quant au manuel de procédure, c'est un document tout aussi important que le plan. Il préside la procédure, il présente la procédure et les options que la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts appliquera en matière de gestion administrative
comptable et financière. Il est élaboré à l'intention des partenaires, des consultants et des organes de la mutuelle qui sont les conseils d'administration, le comité de direction, les comités régionaux et les organes de contrôle pour favoriser une gestion saine et transparente des différentes ressources. Ainsi, au cours de ces travaux, les participants sont appelés à échanger sur des questions à même de garantir une gestion rigoureuse et transparente des ressources de la MUTEF. Merci Nafissa Yahya. Parlons à présent de ce problème foncier dans la région de Tawa qui oppose deux communautés. Ce problème foncier donc, qui fait surface a suscité la sortie médiatique ce matin de l'avocat de cette affaire. Il s'agit de Maître Abdraman Lirouana que je propose de suivre donc, relativement à cette affaire. Problème du foncier rural dans la région de Tawa spécifiquement, c'est après des procédures judiciaires qu'un nouveau problème a bondi. Et quand toutes les décisions judiciaires ont été rendues jusqu'à la Cour de cassation, moi je n'étais pas dans le dossier. C'est après que les décisions ont été rendues, au moment de les exécuter, on a constaté de sérieuses difficultés. Parce que les décisions qui ont été rendues demandaient au village de déguerpir des cimetières, des points d'eau, notamment des puits, des mares qui sont censés être un bien classé du domaine public de l'État. Et de ce problème, il y a aujourd'hui 7 dans la région du Tawa qui font couler beaucoup d'encre. Et présentement où je vous parle, il y a quelque part des gendarmes dans les champs qui sont en train de surveiller les gens pour ce genre de problème. Et je vais prendre rapidement un résumé pour vous expliquer le premier cas. Le premier cas de ce village qu'on appelle Abatnaho, c'est-à-dire en Tamashek, une mare, où vous voyez tout ce contour-là, ce sont des collines, c'est une vallée ici et des collines tout autour. Un habitant de ce village qui a gagné dans un procès tout cet espace qui fait plus de 400 hectares. 400 hectares. Et c'est au moment de venir exécuter, on a constaté que le village fait partie des 400 hectares. Les cimetières, il y a 2 sites de cimetières qui font partie des 400 hectares. Il y a la mare et sa vallée de savane. Il y a les puits également. Il y a au moins 7 puits. Le monsieur qui a gagné les 400 hectares est censé être propriétaire de tous ces biens-là, qui malheureusement, au fond, notamment le village, les cimetières, la mare, les puits et la savane, qui ne doivent pas faire l'objet d'une propriété privée. Comment ça s'est passé? C'est une erreur jusqu'en cours de cassation. La décision est là. Il y a également ce deuxième, où vous voyez ici une délimitation qui divise un campement ou un village en 2 parties. Cette partie doit déguerpir et l'autre partie va rester. Et comme pour ce cas, cette partie qui reste ici, où celui qui a gagné le procès appartient à ce village, le problème qui s'est posé, qui peut être posé ici, c'est que le jour où il veut, il peut dire, ici comme ici, ils peuvent dire aux habitants du village, même s'ils sont dans le même village, de quitter parce que c'est son terrain. Et ça pose également le problème de couloir de passage. Et un troisième cas aussi, qui oppose 2 parties, de 2 départements différents, qui en conclusion de 7 cas, dont les procès sont partis entre 2 parties. Aujourd'hui, à l'exécution, ça concerne beaucoup de personnes, ça concerne des campements, ça concerne des villages. Parce que la partie qui a été attribuée à la personne qui a gagné comportait le village ou les campements, les points d'eau,
les mares, les puits, les cimetières, etc. Donc, c'est très sérieux parce que là, la situation a mobilisé la diaspora de ces villages-là, et les différentes communautés de ces villages-là sont mobilisées face à la situation. Et comme je l'ai dit présentement, dans la région de Tawa, et notamment sur ce site de Chitawen, qui veut dire en tamashek les yeux, la gendarmerie est sur le site là par rapport à cette délimitation présentement. Affaire donc à suivre. Dans une sortie médiatique le 17 juillet dernier, l'autorité de régulation de la communication électronique et de la poste ARCEP a annoncé des sanctions lourdes à toutes les compagnies de téléphonie mobile opérant au Niger pour des manquements constatés notamment de leurs prestations. La mauvaise qualité des services fait partie des griefs à ces compagnies. Dans ce reportage qui va suivre, les abonnés de leur côté demandent aussi à ces opérateurs d'améliorer leurs prestations. Reportage Nefissa Zakou et Sadoumi. Considéré de nos jours comme un moyen de communication sûr et instantané, l'Internet mobile fourni par différentes compagnies cellulaires ne répond pas aux attentes des clients. Très souvent confrontés à une lenteur de débit ou encore une interruption temporaire du signal. Ces prestations sont loin des différents G, GG+, ou encore le jeu turbo que nous murmurent ces compagnies à travers des publicités. Une situation qui dénonce les internautes. Pas du tout intéressant la connexion Internet au Niger, surtout avec les réseaux cellulaires. Donc il prévient les crédits, mais finalement le client n'est pas satisfait. Par rapport à la connexion Internet ici, je pense que ça ne va pas vraiment. Et lorsqu'on achète les mégas, ça ne nous suffit pas vraiment. Et là, je suis maintenant, j'ai au moins 3 SIM sur le truc là, mais rien ne marche. Appel, c'est problème. Mais connexion, ça c'est encore pire. Et comme ça, ce n'est pas normal. Vous voyez donc, ça veut dire on s'en fout de la clientèle. Alors qu'eux aussi savent bien que sans la clientèle, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est les affaires, le business là, quand moi je prends mon crédit et je ne peux pas appeler, c'est grave. Pour améliorer la qualité de ce service, les internautes lancent cet appel. S'ils peuvent améliorer la connexion, ça serait meilleur. S'ils peuvent améliorer la connexion, 500 mégas pour 7 jours à 500 francs, ce serait très bien. Je lance mon appel, c'est qu'ils n'ont qu'à tout faire. Les services techniques des réseaux là, ils n'ont qu'à respecter tout au moins nous, les Nigériens et les étrangers qui ont confiance en eux. Il incombe donc aux compagnies de téléphonie mobile de tout mettre en œuvre pour améliorer leurs prestations afin de satisfaire totalement sa clientèle. Merci Nefissa Zakou. Nous en venons à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Le juge d'instruction et les délais d'instruction sur le thème qui sera développé par Maître Ahmed Maman. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception. Juge d'instruction et les délais d'instruction. Comme vous le savez, en matière pénale, il y a une séparation des fonctions, notamment la fonction de poursuite qui est réservée au ministère public, la fonction d'instruction qui est réservée au juge d'instruction et à la chambre d'accusation, et la fonction de jugement qui est réservée aux cours et tribunaux qui sont chargés de juger. Maintenant, relativement à la fonction du juge d'instruction qui est chargé d'instruire l'affaire à charge et à décharge, il est aussi encadré dans des délais en matière de détention, en matière de demande de liberté provisoire, en matière aussi de délai d'appel relativement aux ordonnances qu'il sera amené à prendre. Donc, sans m'attarder sur certains éléments de délai et tout, je vais m'attarder seulement sur les 3 points, notamment sur la détention préventive, la liberté provisoire et sur les délais d'appel. Donc, par rapport à la détention provisoire ou préventive, comme vous le savez, le principe, c'est la liberté et la détention, l'exception.
Donc normalement, il y a des conditions pour que le juge d'instruction puisse placer en détention injusticiable un inculpé. À partir du moment où il n'y a pas en tout cas, il n'y a aucune crainte que l'inculpé puisse exercer une pression sur des témoins ou sur des victimes, ou à partir du moment où il ne peut pas se soustraire, en tout cas à la justice quand le juge aura besoin de lui, ou à partir du moment aussi, ce n'est pas un moyen pour le juge de conserver des preuves ou que l'infraction ne continue pas, en tout cas, à se commettre, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Normalement, le juge doit éviter de placer en détention l'inculpé à partir du moment où il y a des garanties suffisantes de représentation. Maintenant, dans l'autre cas où le juge est amené à placer en détention un inculpé, c'est que là aussi le juge est encadré dans des délais bien déterminés. Par exemple, quand il s'agit d'une infraction dont la condamnation est inférieure ou égale à 3 ans, la détention ne doit pas excéder 6 mois de détention. Et là, le juge est obligé d'instruire son affaire, donc le dossier, dans ce délai. Mais dans les autres cas aussi en matière correctionnelle, donc le juge peut toutefois proroger ce délai de 6 mois, mais une seule fois. À partir du moment où nous ne sommes plus dans ce cas de figure de 3 ans ou de moins de 3 ans, le juge il place un détenu, un inculpé, pour un délai de 6 mois, renouvelable seulement une seule fois. Alors qu'en matière criminelle, c'est un délai de 18 mois qui est reconnu au juge en matière de détention préventive. Et toutefois aussi, ce délai peut être prorogé, mais sans pour autant que ça excède 12 mois de prorogation. Donc voilà pour ce qui est de délais de détention qui sont prévus par la loi, notamment en matière correctionnelle et en matière criminelle, quand le juge est amené à placer en détention les inculpés. Donc, en dehors de cet aspect, il faut évoquer la question des délais, où le juge d'instruction aussi est astreint à respecter certains délais, notamment en matière de demande de liberté provisoire. Parce qu'un inculpé ou son conseil peut toutefois formuler une demande de mise en liberté provisoire qu'il dépose chez le juge d'instruction. Là, le juge d'instruction qui est saisi d'une requête aux fins de mise en liberté provisoire, il est tenu de se prononcer dans les 10 jours qui suivent la communication du dossier au parquet, donc au procureur de la République. Et s'il y a une partie civile dans le dossier, il est aussi tenu de l'aviser. Mais là, il doit se prononcer après 5 jours qu'il ait avisé la partie civile. Donc, faute de quoi, si il ne se prononce pas, en tout cas dans ce délai, obligatoirement, la chambre d'accusation est saisie par l'inculpé ou son conseil, qui doit aussi se prononcer dans les 15 jours. Parce qu'il s'agit de questions de liberté, de questions de détention. Donc, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les 15 jours. Et elle-même, si elle ne se prononce pas sur la question de liberté, dans les 15 jours, donc l'inculpé est mis d'office en liberté. Donc il acquiert sa liberté d'office, la liberté d'office. Donc voilà pour ce qui est des délais relativement aux demandes de liberté provisoire auxquelles les juges d'instruction doivent en tout cas respecter. Et en dehors de ces délais, je disais tantôt que j'allais évoquer aussi les délais d'appel. Parce que quand le juge prend ses ordonnances, que ce soit des ordonnances de renvoi, des ordonnances de non-lieu ou toute autre ordonnance pour laquelle, en tout cas, ou pour lesquelles le Code de procédure pénale a prévu des voies de recours, c'est que le procureur de la République peut interjeter appel dans les 3 jours. Le procureur général aussi peut interjeter appel contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction aussi dans 3 jours. Maintenant, pour ce qui est de la partie civile et l'inculpé, les deux ont 5 jours pour interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction. Mais pour ce qui est de la partie civile, au fait qu'il peut interjeter appel contre les ordonnances ou l'ordonnance du juge d'instruction, c'est seulement quant à ses intérêts civils.
qu'elle peut interjeter appel. Elle ne peut pas interjeter appel relativement aux questions de détention et autres, mais c'est sur ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel contre les ordonnances du juge.